Notre panel politique ce soir, Paul Journet, Marie Vastel, Alex Castonguay sont avec nous. Bonsoir. 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 Oui, les urgences, encore une fois, avec des taux d'occupation comme ceux-là, évidemment qu'il faut en parler. Le ministre a tenu une longue conférence de presse. J'ai hâte de vous entendre sur ce qu'il avait vraiment, si on veut résumer ça avec les faits, à dire. Mais d'abord, on va l'écouter sur l'idée qu'il y a trop de gens qui viennent aux urgences. On écoute. Mais vous, comme citoyen, vous pouvez aussi limiter la pression sur nos urgences. Et je sais qu'on a été un peu critiqué là-dessus pour dire « venez pas aux urgences ». C'est pas ça qu'on dit. Mais on dit, pour être capable de limiter la propagation des virus, parce que c'est une des causes de difficultés qu'on a, c'est d'être capable, justement, de non seulement vous faire vacciner. Bon, on va revoir les chiffres là, pour les avoir en tête, ceux qui n'étaient pas avec nous au début. Lanaudière, 200 %, Laurentides, Montréal, bon, c'est les régions habituelles. Outaouais, 100 %, ça, c'est plutôt bon, mais bref. Qu'a-t-il dit, Paul? C'était quoi le message aujourd'hui? On ne peut pas faire grand-chose. Il y a 1500 personnes de plus qui viennent aux urgences par rapport à l'an dernier, puis c'est comme ça? Bien, c'est-à-dire, les chiffres sont inquiétants, mais le problème n'est pas neuf. Et donc, la solution qu'il préconisait il y a quelques mois demeure la même. Et c'est des vases communicants, le système de la santé. Donc, on ne peut pas parler des urgences sans parler de l'accès à la première ligne et sans faire le résumé exhaustif de tout ce que le ministre Dubé propose. En gros, il veut améliorer l'accès à la première ligne, entre autres avec le guichet d'accès. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui y sont inscrits. La mauvaise, c'est que les délais sont longs. Donc, c'est une chose d'avoir son nom avec un médecin théoriquement associé à son nom, sauf que les gens ne sont pas capables de lui parler. Le ministre veut présenter un plan d'action dans les prochains mois là-dessus pour régler le problème d'accès. Il y a plusieurs autres démarches qui sont en cours, entre autres, aller plus loin dans le décloisonnement des professions. Ça veut dire de faire ce qu'on a déjà commencé à faire, entre autres, avec les pharmaciens, qu'il y ait d'autres professionnels comme les pharmaciens ou les infirmières praticiennes spécialisées qui puissent faire davantage d'actes, des nouvelles cliniques d'infirmières praticiennes. Mais ce que je noterais, pour terminer là-dessus, c'est que M. Dubé met de l'avant beaucoup d'idées, mais c'est moins évident sa capacité à les livrer et à continuer le travail. On pense à la cellule de crise qui avait été mise sur pied, qui avait été abandonnée, les infirmières praticiennes spécialisées, très bonne idée, mais on voit que certaines cliniques qui sont ouvertes ferment ou ont de la difficulté à attirer des gens. Donc, il semble y avoir un problème dans le suivi des mesures et non pas dans la capacité de proposer des mesures. Oui, puis un manque de lits, un manque de personnel. On parlait au Dr Maurice tout à l'heure. On est un des endroits au monde développés où il y a le moins de lits par million d'habitants. Marie Vastel, vos impressions sur l'opération de la journée? Bien, je ne suis pas très étonnée que le ministre Dubé ait senti le besoin de faire un nouveau point sur la situation. Depuis que je suis revenue de congé des fêtes, c'est pas scientifique là, comme sondage, mais à peu près une personne sur deux à qui je parle me dit qu'elle a eu la grippe ou la COVID pendant les fêtes. Moi-même, je les ai passées sur le carreau. Et donc, on le voit là, autour de nous que tout le monde est malade, mais pour toutes les raisons qu'a très bien évoquées Paul, de remettre la responsabilité du débordement des urgences sur les malades, les citoyens, les patients, c'est un peu se délester de sa propre responsabilité au gouvernement de faire en sorte que les changements sont mis en place pour que le système fonctionne mieux. Il n'y a pas grand monde qui va aux urgences pour attendre 8 heures si on est chanceux, voire 12 ou plus, si on n'est pas vraiment malade ou qu'on n'est pas vraiment inquiet de son état de santé ou qu'on n'est pas vraiment tombé à cause d'une maladie qui nous a affaiblis si on est un aîné. Je pense que les gens sont peut-être réceptifs au discours du ministre Dubé pour l'instant, mais le vrai test, c'est est-ce que sa fameuse réforme, parce que celle de M. Barrette en 2015 devait améliorer les choses, est-ce que sa fameuse réforme, cette fois-ci, va améliorer les choses? Par exemple, l'an prochain, au fait, est-ce qu'on va encore être dans le même scénario répétitif de chaque hiver où on nous dit que les urgences débordent parce qu'on attrape la grippe? Oui, on attrape la grippe, on l'attrape tout le temps. J'ajoute un élément à la discussion. Alex, je vous passe la parole dans une seconde, mais la docteur Maurice nous disait tout à l'heure,
l'idée de dire que si les gens n'y allaient pas pour rien, là, je caricature, mais c'est un peu ça qu'ils disent, ça irait mieux. Elle dit, là, le taux d'occupation qu'on donne, c'est sur civière. Et si vous avez un petit bobo, vous n'irez pas sur civière de toute façon. Donc, vous n'êtes pas dans ces statistiques-là. Alors, il faut faire attention aussi. Alec, vous en êtes où dans votre analyse sur ce qui se passe dans les urgences du Québec? Tout à l'heure, Paul parlait de vase communicant. Je vais prendre une autre image qui est celle de l'engrenage, c'est-à-dire que c'est un système de santé qui, dès qu'il y a un engrenage qui coince, tout le système s'enraye. Et là, la difficulté qu'on a, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont aux urgences et qui montent aux étages. On disait aujourd'hui, il y a 60 des lits aux urgences qui sont occupés par des gens qui dorment là alors qu'ils devraient être à l'étage. On devrait donc libérer ces places-là pour d'autres personnes, ce qui faciliterait le roulement. Pourquoi ils ne vont pas à l'étage? Soit parce qu'il n'y a pas de personnel pour s'en occuper à l'étage, soit parce que toutes les chambres sont pleines à l'étage et qu'on n'est pas capable d'amener ceux qui sont à l'étage dans des CHSLD ou les retourner à la maison pour être capable de libérer des places. Et comme les personnes qui actuellement vont aux urgences sont très âgées, ça faisait partie des points intéressants aujourd'hui à aborder lors du point de presse, une grande majorité ont plus de 75 ans et donc ont des complications plus importantes et ne peuvent pas être envoyés à la maison aussi rapidement, doivent monter à l'étage parce qu'ils ont des problèmes de mobilité, parce qu'ils ont des complications besoin d'oxygène voilà. d'oxygène, une chute fait en sorte qu'on a besoin de rééducation. Alors tout ça fait en sorte que le système est enrayé. Alors ça paraît aux urgences. C'est là que les chiffres sont gros et c'est la porte d'entrée. Mais ça va mal aux étages, puis il n'y a pas de place non plus dans les maisons comme des CHSLD, entre autres. Alors tout ça fait en sorte qu'on est coincé dans les urgences. Ce qui m'amène à vous demander ce qui risque d'arriver avec la FIC, parce que le gouvernement veut absolument sa souplesse avec la FIC, avec les infirmières, pour pouvoir les mobiliser où il y a des feux plus importants, etc. Là, il y a un silence radio parce qu'on négocie avec un conciliateur jusqu'à la mi-janvier. Marie, je commence avec vous. Il faut régler d'autant plus le conflit avec la FIC. Là. On le voit, on en a besoin. Oui, puis on n'a surtout pas besoin d'une nouvelle grève et de gens qui travaillent à temps, je ne veux pas dire à temps partiel, mais qui font du piquetage à temps partiel et qui donc soignent les patients à l'autre temps partiel. En même temps, ce problème de flexibilité-là, une mesure semblable là, qui avait été instaurée en Mauricie, centre du Québec, avait mené à 200 départs d'infirmières qui sont parties à la retraite de façon hâtive ou qui ont démissionné. Et il y a peut-être ça aussi que la FIC, dont la FIC tient compte. Puis ce que je constate aussi dans la succession de récentes négociations collectives, c'est qu'il semble y avoir de plus en plus, ou en tout cas dans les récents cas, un espèce de décalage entre ce que les syndiqués veulent et les compromis qu'ils sont prêts à faire et ce qu'anticipaient les représentants syndicaux responsables de négocier à leur place. On a vu la SQ, où l'entente de principe a été rejetée, Air Transat, où une première entente de principe avait été rejetée. On ne sait pas d'ailleurs si le Front commun et la FAE, on va accepter l'entente de principe. Et je me demande s'il n'y a pas ça aussi peut-être qui joue dans les négociations avec la FIC. Peut-être que les représentants craignent ou en tout cas tiennent compte de peut-être cette plus faible flexibilité, si je peux dire. Oui, non, on comprend, mais c'est intéressant ce que vous dites, Alec, comme si on est très prudent avant de signer une entente de principe, Alec, sachant que la base ne veut pas faire trop de compromis sur ce genre de choses, là, ce qu'on a appelé la souplesse. Oui, mais là, il commence à y avoir beaucoup de pression sur la FIC à mesure qu'on apprend les ententes sectorielles qui ont été négociées avec le Front commun. On avait ce matin un texte de notre collègue Véronique Prince, entre autres. Il y en avait un aussi dans la presse là, sur les primes qui ont été accordées pour les heures travaillées le soir, les week-ends, les cas défavorables, mais aussi la capacité de gérer localement des horaires pour faire diminuer le temps supplémentaire obligatoire. Ça fait partie des ententes. Comment on peut ramener des infirmières du privé qui sont actuellement des travailleurs indépendants en reconnaissant une partie de leur ancienneté accumulée au fil des ans. Ça, c'est un nœud d'achoppement important. On a négocié ça avec la CSN. Est-ce qu'on va être capable de négocier ça avec la FIC? Ça va être difficile là, d'avoir des syndicats à ce point à deux vitesses. Il faudra que la FIC aussi regarde ce que la CSN a signé en se disant « Bon, il va falloir que je fasse mon bout moi aussi. Là. On n'est plus tout seul dans cette négociation-là. Il y a 120 000 travailleurs de la santé qui ont signé quelque chose qui, si les ententes sont acceptées, jugent acceptable. Et donc, ça aussi, ça met de la pression sur la FIC, sur le gouvernement, bien sûr, en raison des urgences de ce qu'on voit, mais sur le syndicat également. On avait un tableau, je ne sais pas si on l'a, on avait un tableau plutôt sur les primes. Là, c'est quand même... C'est des bonnes primes.
C'est des bonnes primes quand même. Oui. 15 pour les travailleurs à temps plein, 10 à 14 pour les travailleurs à temps partiel, urgences et soins intensifs. Très bien. Et voilà. Paul, la FIC, comment vous voyez l'opération qui est en train de tenter de se conclure? Bien, juste prendre brièvement un pas de recul. Tantôt, vous avez dit que le Québec avait moins de lits d'hôpitaux, mais on a aussi moins de médecins et on dépense moins d'argent en première ligne et en prévention. Par contre, on ne manque pas d'infirmières. Ce qu'on manque, c'est d'heures travaillées par les infirmières parce que plusieurs d'entre elles travaillent à temps partiel parce qu'elles ont peur d'avoir un poste à temps plein parce qu'elles vont perdre le contrôle de leur horaire. On va les forcer à faire du temps supplémentaire obligatoire ou elles s'en vont vers le privé ou carrément elles changent de profession. Et c'est pour ça que du point de vue de Québec, il faut avoir plus de flexibilité, entre guillemets, pour que quand il y a un endroit dans un hôpital, par exemple, qui est à découvert, bien, qu'on puisse prendre une infirmière d'un établissement et la déplacer là-bas. Mais du point de vue de la FIC, bien, justement, la flexibilité, c'est du déplacement. Ils vont dire, si une infirmière, on lui demande de travailler dans un autre établissement où elle ne connaît pas les gens, est loin de son expertise, loin de sa zone de confort, puis elle a l'impression qu'elle ne peut pas offrir la qualité des soins que son code de déontologie lui exige de donner, bien, elle ne voudra plus travailler. Donc, on comprend le problème que Québec veut régler, mais peut-être qu'on aggrave le problème qu'on veut régler, du moins c'est la prétention de la FIC, puis c'est pour ça qu'il y a un affrontement qui semble difficile à résoudre. Là. C'est la quadrature du cercle avec la FIC. Bon, mais le temps court, en tout cas. Le temps court. OK, on va aller... Mi-janvier, il y a un silence radio pour négocier, on verra. Denis Coderre, peut-être chef du Parti libéral du Québec. Je vous montre une fiche. Il a été, bien sûr, député libéral fédéral de 1997 à 2013, maire de Montréal. Il a été défait à 2 reprises par Valérie Plante. Et là, on va l'écouter. C'est à la radio CKVL. Toute la ville en parle, émission animée par Guy Bissonnette, où il fait une chronique régulièrement. Et voici ce qu'il a dit. C'est assez clair. Il est intéressé. On écoute. Je vais être clair. Est-ce que j'y pense? Oui. Est-ce que c'est sérieux? Oui. Est-ce que j'ai la qualité des défauts? Inquiétez-vous pas. Je vais faire la distinction entre le chant des sirènes et puis la réalité. Est-ce que je suis controversé au coton? Est-ce que je suis connu? Je cherche encore le 5 % qui ne me connaît pas. Mais très certainement, quand j'ai fait des appels, j'ai posé 3 questions. La première, c'est que est-ce que vous me voyez premier ministre? Deuxièmement, est-ce que j'ai la crédibilité et l'expérience? Et troisièmement, est-ce que je suis passé date? Êtes-vous tanné? Je vais te dire qu'à 98 %, c'est oui all the way. C'est oui all the way. Et le premier qui a dû lui dire oui, c'est son médecin, parce que je vous rappelle qu'il a fait un AVC. Ça, c'était de son lit d'hôpital. Il avait envoyé cette photo. Et là, il a dit, mon neurologue a dit, tu peux faire ce que tu veux, tu es en bonne santé. Alors, tour de table, Alec. Denis Coderre à la chefferie. En tout cas, on parle du PLQ. Oui, et d'ailleurs, si vous entendez cette petite diphtongue dans sa prononciation, là, son élocution plus difficile, c'est les restes de son AVC. Là. Est-ce que ça va partir avec le temps? Est-ce que ça va rester? On verra bien. Là. Mais c'est ça qui fait en sorte qu'il y a encore un petit côté un peu difficile à comprendre parfois de Denis Coderre. Denis Coderre, écoutez, c'est quelqu'un de polarisant. Là. Il vient avec autant d'atouts que de boulets. Là. Les atouts sont connus. Il a de l'expérience, a été maire de Montréal, connaît les municipalités, connaît bien comment fonctionne le gouvernement fédéral, a des liens partout. C'est un politicien aguerri qui a de l'expérience et qui, oui, s'est fait mettre dehors par Valérie Plante après un mandat, mais qui avait relativement bien performé pendant ce premier mandat-là. Les éditoriaux, d'ailleurs, des journaux lui avaient donné leur appui pour être élu et tout. En même temps, il vient avec des boulets et lui-même l'a bien identifié. Je ne sais pas si c'était une erreur ou si c'était volontaire de sa part de jouer un peu de sarcasme, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens tannés que Denis Coderre soit dans le portrait. Il fait de la politique depuis l'âge de 18 ans. Il n'incarne pas particulièrement le renouveau d'un parti qui veut se relancer. Alors, quelles idées il va apporter? Comment peut-il se renouveler? Je comprends là, qu'au Parti libéral du Québec, il n'y a pas grand monde intéressé et que ça prendrait une belle grosse candidature comme Denis Coderre, mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose de nouveau à proposer. On va attendre de voir s'il se lance, mais ça, ce sera intéressant de voir s'il peut passer par-dessus
cette idée que c'est un vieux politicien un peu usé qui a perdu 2 fois à la mairie. Il y en a des politiciens qui se sont réinventés. Il faudra voir si lui, s'il décide de se lancer, s'il est capable de le faire. Mais si, effectivement, puis on ne le sait pas, on verra, il teste l'eau manifestement, là, c'est pour ça qu'il ouvre la porte. Mais s'il y va, Marie et Paul, ça change l'allure de cette course beaucoup là, pour les libéraux, là, Marie. Oui, c'est sûr, et M. Coderre a raison en disant qu'il a une très grande notoriété, mais Alec a aussi raison en disant qu'il a beaucoup de boulets. Puis je vous dirais que chez les libéraux provinciaux, la réaction, c'est au moins on parle du PLQ et de la course, mais il n'y a pas un enthousiasme débordant de voir M. Coderre débarquer. Je lisais un portrait que Katia Gagnon avait fait dans la presse en 2013 quand il a gagné la chefferie, et des libéraux disaient que c'était pas nécessairement un joueur d'équipe, qui faisait des promesses à l'emporte-pièce, que c'était quelqu'un qui avait une soif de pouvoir. On parle aussi aujourd'hui d'une certaine arrogance qu'on lui reproche là, chez des sources libérales. Donc, je suis pas certaine qu'il ait attendu à bras ouverts par tous les libéraux. En tout cas, lui dit avoir parlé à des gens qui veulent le voir là, mais je suis pas certaine qu'il est accueilli à bras ouverts par tout le monde. Mais au moins, peut-être que ça indique qu'il pourrait y avoir d'autres candidatures qui s'ajoutent. Peut-être à cause du recul de la CAQ dans les sondages, on voit une lueur d'espoir au PLQ. Peut-être parce que la course approche tranquillement, mais elle commence à approcher. Peut-être que le fait que M. Coderre, il songe sérieusement et ouvre la porte, là, comme vous dites, peut-être que ça suggère qu'on en verra d'autres, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour le PLQ, là, parce que jusqu'à présent, ça ne se bousculait pas, comme on le dit souvent. 2025, il a été reconnu dans sa carrière, Paul, au fédéral, comme étant habile pour faire le pont entre les anglophones et les francophones. Il était au caucus, au Conseil des ministres, il défendait les Québécois, les francophones. Donc ça, pour les libéraux provinciaux à Québec, pour les libéraux du Québec, qui n'ont plus de francophones qui les appuient, est-ce que ça ne peut pas être un atout en même temps? Bien, oui, on se souvient qu'il critiquait la gang de Toronto, disait-il, à l'époque, je pense, de Michael Ignatieff. Puis il y a cette prétention-là de pouvoir faire le pont entre les anglophones et les francophones. Mais M. Coderre est un politicien qui cherche le pouvoir et qui est prêt à ajuster le discours pour aller chercher le pouvoir. Et on l'avait vu à la campagne municipale de 2021, où en début de campagne, il avait recruté Adrien Parizeau, petit-fils de Jacques Parizeau, ce qui était un excellent coup. Mais M. Parizeau lui-même, après la campagne, avait été très déçu parce qu'il avait vu qu'en fin de course, M. Coderre, soudainement, s'était mis à critiquer le projet de loi 96 du gouvernement caquiste sur le renforcement de la Charte de la langue française, parce qu'il avait l'impression que ça lui permettait de gagner des votes additionnels. Donc, on va voir comment les positions évoluent en fonction de ses intérêts. Mais au minimum, on peut quand même juste souligner que c'est une bonne nouvelle qui se lance parce qu'il est assez en santé pour le faire et on est content pour lui. Mais j'ai pas consulté de probabiliste là, pour comprendre l'anomalie, mais moi, j'ai fait des appels, puis il n'y avait pas 2 % de gens qui étaient critiques. J'avais un pourcentage un peu plus élevé chez des gens qui ont été concernés par le dossier. Très bien, on va en reparler. Il doit aller faire Compostelle, a-t-il dit dans cette même entrevue avec Bissonnette à CKVL. Alors, à voir. Paul, Marie, Alec, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.